Bonjour à toutes et à tous. Commençons par une petite devinette. Prenez trois choses de notre quotidien, un vêtement, un smartphone ou même un aliment qu'on vient de manger. A priori, aucun rapport, n'est-ce pas? Eh bien, il y a 9 chances sur 10 qu'ils aient traversé au moins un océan. C'est ça, le lien invisible qui relie presque tout ce qui nous entoure. Alors imaginez que transporter une paire de sandales de Shanghai au Havre, un voyage de plus de 22 000 km, coûte moins de 5 centimes d'euros. Comment est-ce possible? Eh bien la réponse, toujours les mers et les océans. Devant cette importance vitale, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi les mers et les océans sont-ils au cœur de notre monde, c'est-à-dire au cœur de la mondialisation? Pour y répondre, voyons d'abord pourquoi ces espaces sont de véritables moteurs de l'économie mondiale. Commençons par une notion essentielle, qui est le cœur de notre programme, à savoir la mondialisation. Il s'agit en fait de l'augmentation des liens, des connexions entre les pays, les économies et les personnes au niveau planétaire. La mondialisation a pour conséquence d'augmenter considérablement les échanges dans le monde, échanges humains ou bien de marchandises ou encore de capitaux. Pour que cette mondialisation fonctionne, les mers et les océans sont absolument cruciaux. De fait, aujourd'hui, 85% du commerce mondial est assuré par le transport maritime, ce qui signifie que 85% de ce que nous consommons a transité par la mer. C'est pourquoi nous nous pencherons ici sur ce qu'on appelle la maritimisation, que l'on peut définir comme étant le processus d'accroissement des échanges internationaux par les voies maritimes. Cette maritimisation débute avec l'invention en 1956 des conteneurs et par conséquent la multiplication des porte-conteneurs. Alors, qu'est-ce qu'un conteneur? Le conteneur est une boîte pouvant transporter toutes sortes de marchandises, y compris des produits frais, et dont les dimensions sont standards. Les conteneurs peuvent être facilement empilés, permettant ainsi un stockage maximal. Ils peuvent aussi passer d'un mode de transport à un autre. Il est ainsi utilisé pour la manutention, le stockage et le transport de matières. Ceci a par conséquent multiplié la construction de porte-conteneurs, jouant un rôle essentiel dans le transport de marchandises. En effet, 85% du commerce de marchandises repose aujourd'hui sur les porte-conteneurs, contre 9% pour la route, 5% pour le train et 1% pour l'avion. Sans doute, les vêtements que vous portez ou le téléphone portable qui se trouve dans votre poche ont-ils voyagé sur un porte-conteneur depuis l'Asie jusqu'à chez vous. Ce mode de transport représente 3 avantages. Tout d'abord, il est le moins coûteux. Ensuite, il permet le transport de très grandes quantités de marchandises et de toutes sortes. Enfin, les voies maritimes sont régulières, de jour comme de nuit. Pour cela, on met en service des navires de plus en plus imposants. Par exemple, le plus grand porte-conteneur français, le troisième au monde, le Saint-Exupéry, est plus long que 4 terrains de football et plus grand que la Tour Eiffel. La capacité de transport de ce porte-conteneur représente l'équivalent de 18 000 wagons de train ou de 1000 Airbus 380, ce qui correspond finalement à 21 000 conteneurs. Alors, transporter un grand volume de marchandises d'un coup permet de faire des économies d'échelle et donc de proposer un prix faible. C'est le principal avantage du navire sur les autres modes de transport. Mais attention, l'océan ne transporte pas que des marchandises. Il transporte aussi des humains ainsi que des flux invisibles. Ces flux humains ont lieu dans des contextes radicalement différents d'ailleurs. D'un côté, le tourisme de masse, le marché du tourisme de croisière, avec des chiffres énormes comme les 30 millions de croisiéristes chaque année. Et de l'autre côté, de manière beaucoup plus dramatique, ce sont les routes de migration pour des populations entières, souvent au péril de leur vie. Mais la mer ne sert pas qu'à transporter des biens matériels ou humains, c'est aussi le support d'échanges complètement immatériels, à savoir les échanges numériques. Ce que l'on ignore souvent, c'est que 99% des échanges numériques internationaux transitent par des câbles transocéaniques. Il s'agit de câbles sous-marins, posés sur le fond marin donc, et destinés à acheminer des flux numériques. On peut ainsi échanger des informations en grande quantité et de façon quasi instantanée. Ces câbles sont donc un enjeu majeur de la mondialisation. Aujourd'hui, plus de 1,3 million de kilomètres de câbles traversent nos océans, soit 32 fois le tour de la Terre. Et cela ne cesse de s'accélérer. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu l'océan comme une autoroute, mais changeons d'angle et voyons-le comme une incroyable source de richesse, un Eldorado. D'abord, l'alimentation, des ressources dites halieutiques. C'est le mot élégant que les géographes utilisent pour désigner tout ce qui provient de la pêche et de l'élevage marin. Concrètement, cela inclut les poissons, mais aussi les crustacés, les algues que l'on capture ou que l'on élève. Chaque année, l'humanité pêche autour de 90 millions de tonnes de poissons en mer. Cette pêche procure du travail et des revenus à des dizaines de millions de personnes. Ces ressources halieutiques nourrissent plus d'1 milliard de personnes sur Terre. C'est donc vital.
D'ailleurs, un fait intéressant à noter, l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage industriel d'animaux, poissons, coquillages, crustacés ou d'algues, représente aujourd'hui quasiment 50% de toute cette production halieutique. En bref, l'océan est un réservoir de nourriture essentielle et vitale. Mais enfin, les mers sont aussi un réservoir d'énergie et de métaux essentiels. Le sous-sol marin est une mine d'or noir et de gaz naturel. 30% de la production mondiale d'hydrocarbures, à savoir pétrole et gaz, provient aujourd'hui de gisements situés en mer. Ces gisements en mer sont appelés offshore, littéralement au large des côtes. Les entreprises, souvent des compagnies privées, peuvent désormais forer à des profondeurs extrêmes, jusqu'à 2500 mètres de fond, voire plus. Cependant, cette exploitation reste complexe, coûteuse, et sa rentabilité dépend fortement des cours mondiaux du pétrole. Mais les fonds marins sont aussi une réserve très convoitée de métaux stratégiques et de terres rares. Ce sont des matériaux indispensables pour nos technologies de tous les jours. Ainsi, chacun de nous consomme au cours de sa vie environ 2 tonnes de cuivre et 700 kg de zinc. Un seul smartphone utilise environ 30 types de métaux distincts. Autres exemples, les éoliennes et les véhicules électriques nécessitent de grandes quantités de métaux, nickel, cuivre, cobalt, terres rares, que l'on trouve dans les fonds océaniques. Il existe aussi d'autres types d'énergie plus propres, qu'on appelle les EMR, énergie marine renouvelable. Ainsi, l'éolien marin ou offshore et les hydroliennes, qui reposent sur les courants marins, sont en pleine expansion, surtout en Europe, qui concentre près de 95% de la puissance installée. Enfin, souvent et grand oublié, le sable est pourtant une ressource très recherchée. Il est extrait intensément des littoraux pour la construction en béton ou en verre et pour développer des activités côtières, comme la construction d'îles artificielles à Dubaï ou en Chine. Alors, que retenir? Tout d'abord que la mondialisation est un processus d'intensification des échanges et de l'interdépendance à l'échelle mondiale. Ensuite, que la maritimisation est l'accroissement des échanges internationaux par voie maritime. De plus, que les mers et océans sont essentiels pour 85% du commerce mondial et 99% des communications intercontinentales. En outre, que le gigantisme des navires et la conteneurisation ont réduit les coûts et les temps de transport. Enfin, que les ressources maritimes, qu'elles soient halieutiques, énergétiques ou minérales, sont vitales mais soumises à une pression croissante. Finalement, l'océan est le moteur de notre monde. Mais comme n'importe quel moteur, si on ne l'entretient pas, il finit par tomber en panne. L'immense question pour nous tous, c'est donc de savoir comment faire pour concilier l'exploitation des mers et des océans, tout en s'assurant de les préserver pour les générations futures. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!